Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode intitulé Santé mentale et schizophrénie en compagnie d'Antonio. Dans la première partie, Antonio nous a raconté son parcours, son environnement, ses expériences et les excès de vie qui l'ont conduit à croiser la route de cette maladie complexe qu'est la schizophrénie. Diagnostiqué en 2020 à la suite d'un épisode psychotique, il a alors été hospitalisé en psychiatrie pendant 2 mois et demi. Aujourd'hui, il poursuit son chemin entre défis quotidiens et volonté de retrouver un certain équilibre. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter la première partie avant de poursuivre ce nouvel épisode. Pour les autres, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, laissez-vous porter par la suite du témoignage d'Antonio. Un immense merci à lui pour sa parole libre, sa sincérité et cette légèreté qu'il parvient à insuffler à un sujet pourtant si sérieux. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Ouais, donc je te disais que c'était assez marrant parce que tu trouvais ça absurde que le mec te dise regarde, il y a un oiseau multicolore et qu'en fait il y en ait pas, alors que toi t'as vu des trucs bien plus absurdes et bien plus what the fuck quoi. Ouais, bah oui, mais et que t'étais convaincu que c'était là quoi. Ouais, bah oui. Ouais, c'est surtout parce que quand j'étais en psychiatrie, c'était très compliqué. Je pense que c'était impossible, même avec les doses de médicaments qu'on me donnait, d'avoir quoi que ce soit comme ALU, en fait. Ça t'annule tout, en fait. Et donc, du coup, j'imagine que t'étais pas du tout dans un état d'avoir le recul nécessaire à ce moment-là. Ah non, je bavais et tout, hein. Je me retrouvais dans des états catastrophiques, hein. J'avais des amis qui sont venus me voir, parce que j'avais quand même ma famille qui venait. Mais j'ai deux amis à moi qui sont venus me voir, deux filles. Quand elles m'ont vu, je le voyais, de toute façon, comme je te dis, j'étais enfermé dans ma tête. Je le voyais dans leur tête, hein. Ouais. Moi, j'étais comme ça, sauf que moi, j'étais là. Bon, les gens, ils voient pas, mais j'étais comme ça. Oui, donc complètement amorphe, quoi. Oui, j'étais un mort-vivant, en fait. Comme on peut se l'imaginer pour les auditeurs et auditrices, comme on s'imagine, ou comme on voit dans les films, hein, une personne qui est en légumes. Ça va, j'avais quand même. En tout cas, de ce que tu viens de décrire, t'avais ta motricité, mais ce que je veux dire, c'est du visage. Genre, t'as le visage complètement figé, et la bouche qui pend et qui bave, quoi. Ah bah oui, mais c'est vrai, la psychiatrie, c'était ouais. Moi, j'ai un avis très péjoratif là-dessus. Bon, après, ça m'a sauvé. Ça t'a aidé, ça m'a sauvé, mais tu vois, comme je t'ai dit, ça reste un cas isolé. Si ça marche sur une personne sur 1000, enfin non, en fait. Peut-être que... Ouais, je sais pas. J'allais dire peut-être que c'est l'inverse, que ça marche sur plein de gens et qu'il y en a d'autres qui restent enfermés pendant 15-10 ans parce que ça marche pas sur eux. Je sais pas, hein, je m'y connais pas du tout. Après, moi non plus, j'ai pas la prétention de tout connaître à ce niveau-là, parce que moi, j'ai juste fait un hôpital et j'ai rencontré quelques personnes. Mais après, tu sais aussi, ça, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, dans les soirées dans lesquelles j'ai traîné sur Paris, il y a beaucoup de gens qui se diagnostiquent qui s'auto-diagnostiquent aussi. Je pense que c'est pas que dans les soirées. Hein. Ah ouais. Honnêtement, je pense que c'est le nouveau truc à la mode. Tout le monde est TDAH, HPI, Asperger. Oh là là, je te jure, je suis désolé de dire ça pour les gens qui le font, mais c'est insupportable en fait. Après, je pense que c'est une manière de peut-être rassurer quelque chose en soi, tu vois, de se dire putain, je suis tellement différent ou différente à tel endroit que peut-être c'est parce que j'ai un trouble et puis c'est pas forcément des troubles d'ailleurs, hein. Moi je trouve ça plutôt c'est des petites forces en soi, hein, d'avoir peut-être pas bref, je vais pas catégoriser, mais voilà, et le fait est que potentiellement c'est vrai, il y a de plus en plus de cas de TDAH, etc., à cause de ce qu'on disait un peu plus tôt, les réseaux sociaux, le manque d'attention, etc. Mais le diagnostic aujourd'hui est super cher en fait. Moi j'avais regardé un peu et pour un diagnostic de TDAH, HPI, etc., c'est genre 300 € minimum.
Tu vois ? Tu te rends compte quand même, parce que je viens de réfléchir à quelque chose quand tu me dis ça. On est obligé de payer pour se faire diagnostiquer. Ouais. Sauf si tu vas en psychiatrie ou, enfin voilà, si t'as un épisode. En fait, c'est devenu. Je pense. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est devenu. Enfin. Ouais, c'est devenu un business. C'est du business, en fait, ouais, la médecine. J'avoue que oui. De toute façon, je le pensais déjà auparavant, donc moi, j'ai juste essayé d'appuyer sur la petite paire que tu m'as tendue, là. Ouais. Non, mais vraiment, hein, et c'est pour ça qu'au final, les gens s'autodiagnostiquent ou ils font un petit test en ligne et ils se disent, du coup, machin, tu vois. Avec leur truc comme ça, moi, enfin, c'est mon petit. Je vais parler comme si j'étais encore dans cette optique-là, là. Si j'avais été dans cette optique-là, je me serais dit que si c'est gratuit, tout ça et tout, là, c'est parce que, vu que je t'ai dit, pour moi, tous ces gens qui ont des problèmes qu'il y a la schizophrénie, tous les acronymes là. Pour moi, c'était un peu des illuminés. Pour moi, comment dire, pour rebondir là-dessus. Ah oui, que si je pensais comme quand j'étais avant, je me serais dit que les tests en ligne et tout là, ce serait un moyen de trouver les illuminés pour les gens qui veulent du mal un peu, tu vois. J'aime bien en fait faire ce parallèle moi maintenant. En fait, ça m'aide beaucoup. J'en ai parlé en privé tout à l'heure. Là, on va en venir avec ma sœur Tatiana. Elle m'a beaucoup aidé quand je suis sorti de psychiatrie, dans le sens où ça a été celle qui est rentrée le plus dans mon monde, en fait. Okay. Elle est vraiment, elle a essayé de rentrer dans mon monde. Elle n'a pas réussi parce que, c'est compliqué de rentrer dans le monde d'un personnage ou d'une personne qui est comme ça, tu vois, qui est dans cette spiritualité-là, si on peut dire. Ouais. Et en fait, elle me disait, quand je sortais, moi, je lui disais, on regarde, il parle de moi dans la chanson, nanani, et ma sœur, elle me disait, mais non, faut pas croire. Elle dit, c'est dans ton monde, c'est dans ta tête. Elle me disait, garde-le dans ta tête, tu vois. Et en fait, elle m'a beaucoup aidé parce que c'est ce que j'ai fait, en fait, au final. Maintenant, en fait, j'ai mon monde dans ma tête et je pense que tout le monde là, en fait, son petit monde qui soit plus ou moins imaginaire ou plus ou moins rempli, tu vois. Mais c'est juste la façon dont tu l'entretiens, c'est tout un chemin, en fait. Parce que c'est sûr que si tu te bourres la gueule tous les jours, tu vas jamais être bien, en fait. Tu vas toujours penser des choses négatives et c'est tout ça, c'est lié à la nourriture. Il y a tout un truc, j'arrive plus à m'exprimer. Non, mais oui, tu parlais de monde intérieur, c'est ce qu'on appelle communément le jardin secret, quoi, en fait. Ouais, oui. Et du coup, je pense que c'est aussi ça, un peu, la schizophrénie. C'est des gens, en fait, qui sortent trop de leur réalité. J'aime bien dire leur, comme si que tout le monde était visé, mais en fait, c'est quand tu sors vraiment, quand tu amènes le monde de l'intérieur à l'extérieur, ça crée un dysfonctionnement dans ton cerveau parce qu'il est pas habitué. En fait, ton cerveau, je vais encore faire un parallèle avec la société, tu vois. C'est normal qu'on voit des choses impressionnantes dans l'écran de télé, tu vois, les trucs qui explosent et tout, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, derrière l'écran, il y a un vide, c'est rien, tu vois. Ouais. Alors que là, par contre, quand tu imagines tout dans ta tête, tout ce que je t'ai raconté, tout ce que j'ai pu voir et tout, moi, c'était vrai. Moi, il y avait tu le voyais vraiment. C'était pas la télé, tu vois. Et je pense que à l'époque où j'étais dans ce délire-là, je pense que, pour moi, en fait, on essayait de nous détourner, tu vois, parce que le fait de rester, je te l'ai dit tout à l'heure en privé aussi, de l'état, moi, je vois des amis à moi, ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, tant que ça leur plaise, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, moi, j'ai rien contre ces gens-là, hein. Mais c'est quoi en vrai? Tu restes assis devant, tu joues à la manette avec 2 doigts. Et toi, tu crois que ça va pas jouer plus tard sur tes enfants, tu vois? J'ai vu des reportages comme quoi tu vas avoir les pouces plus grands ou je sais pas quoi. Ils sont en train de te modifier. Bah oui, ils vont te modifier les mains parce que on est sédentarisé en vrai, tu vois. On s'habitue à notre climat, à tout ça, tu vois. Ça, ils l'ont très bien compris, les gens, tu vois, que j'imaginais à l'époque, hein. Et du coup, le fait de rester enfermé, de faire que des gestes comme ça, même quand t'es dans les bureaux, tu restes comme ça. Enfin, bossu plutôt. Oui, la bosse de bison. Mais tu vois, et pour en revenir à ce que je dis par rapport à la schizophrénie, tu vois, pour moi, les gens, ils sont tous schizophrènes. C'est juste qu'ils développent pas suffisamment ou trop suffisamment leur imagination. Le parallèle que je te fais, c'est par exemple les gens qui regardent la télé ou qui jouent aux jeux vidéo, ils regardent le vide pour moi, ces gens-là. Ils regardent le vide, ils regardent des choses qui n'existent pas. En fait, ça n'existe pas. T'éteins la télé, il y a rien. Même tu la laisses allumer, tu vas derrière, il y a rien. Et en fait, pour moi, c'est à travers tout ce genre de choses que ton imagination se perd. Parce que eux, ils te remplacent ton imagination quand tu le regardes. Okay. Tu vois. Je sais pas si tu vois le parallèle. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ce que je pensais à l'époque, hein. Moi, c'est un peu encore dans ma tête, mais je le garde pour moi, mais je préfère dire à l'imparfait. Et du coup, comme je t'ai dit, tu vois, le fait
Non, mais enfin, oui, je te rejoins complètement. Hein. Je le constate même avec mes propres nièces qui, dès qu'on fait rien, par exemple, je suis en train de finir un truc, je dis avant qu'on aille, je sais pas, au ciné ou autre, je m'ennuie. Au bout de 10 minutes, tu vois. Alors que moi, mais je m'ennuyais jamais quand j'étais enfant, parce que j'étais tout le temps en train de m'inventer un truc dans ma tête, ou écrire une histoire, ou peu importe. Mais en fait, je pense que la manière d'aborder le quotidien quand t'es enfant aujourd'hui n'est plus la même que nous quand on était plus jeunes. Et donc, du coup, il y a cette croyance déjà que l'ennui, c'est un problème. Ouais. C'est génial de s'ennuyer. Ouais. Justement, parce que ça stimule ta créativité. Et du coup, c'est ce que j'ai dit à mes nièces. Ah bon, et tout? Bah oui. Alors, il y en a une, pas du tout. Elle, pour le coup, elle est comme nous, enfants. Elle est dans son monde, elle s'invente des trucs, elle parle toute seule et tout. Mais l'autre, elle avait peut-être un peu plus de difficulté à être en connexion avec ça. Et du coup, je lui ai expliqué très simplement que c'est bien de s'ennuyer, quoi. Pour ces raisons-là. Ouais, oui, parce que les écrans, c'est pareil. C'est un truc aussi. Moi, j'ai des neveux et nièces. J'ai ma maman, de temps en temps, elle est un peu sur son téléphone et elle les garde, tu vois. Et la dernière fois, je suis venu la voir. Je lui ai dit, maman, le petit te voit. Je lui ai dit, tu te rends pas compte que le petit, quand il voit, ils le font même pas naturellement en plus eux-mêmes parce qu'ils contrôlent pas leurs émotions. Ils te voient faire ça toute la journée. Qu'est-ce qu'il veut faire à ton avis? Dès qu'il m'a vu, il m'a dit tonton, je veux jouer au téléphone. J'ai dit si tu veux, tu joues, mais tu prends des photos. Parce que moi je veux que ça soit la réalité, tu vois, sur le téléphone. Parce que lui il veut aller sur Snap directement. Donc moi je mets mon téléphone en mode avion forcément. Et je lui dis tu prends des photos de moi, tout ça. Moi j'en ai même publié sur mon Instagram des photos qu'il a fait. C'est cool. Ça le motive peut-être à faire des choses parce que t'es Snap avec les filtres et tout. C'est coloré, ça leur fait faire des conneries. Tout le monde dit mais il y a rien de mal. Si, il y a tout à faire de mal là-dedans là. Il voit que des trucs de gogol, ça l'endort. Faut arrêter. Tu vois, je pense qu'on est d'accord à ce niveau-là. Et j'ai remarqué en fait, mais je le savais déjà avant que ça hypnotisait les enfants et même les adultes. Hein. Et en fait, dès que j'ai voulu lui retirer le téléphone, qu'il avait allumé Snap, mais bon, c'était le mode avion, mais ces enfoirés, ils marchent quand même. Tu vois, donc du coup, je lui ai retiré, je lui ai dit non, tu vas sur un... Mais il était hypnotisé, vraiment, il était comme ça. J'ai regardé ma mère, j'ai pris le téléphone, les miens, il était là. Ah et après, vu qu'il y avait mes mains, tu vois, j'avais mes bagues, là, je l'ai pris, parce que moi, je suis quelqu'un qui a de l'imagination, donc j'ai dit, tiens, regarde, essaie de me retirer les bagues. Il était là, mais lui, très précipité, il était là, Du coup, j'ai pris la main, j'ai dit tout doux, je dit, regarde, fais comme tonton. Il fait comme sa petite technique, tout doux. Bon, forcément, au début, ça l'a stimulé. Pas. J'ai regardé ma mère aussi. Bon, ça s'est produit aussi à Noël. J'ai eu plein d'exemples comme ça avec le petit. Mais j'ai dit à ma mère, regarde, en 10 minutes, il est posé, il regarde le dessin animé, il est crevé. Il était comme ça, devant la télé. En fait, c'est les écrans, ça les fatigue pas, justement, déjà, ça leur fait, ça les fait réfléchir. On nous le dit qu'il faut couper l'écran une heure avant de se coucher, l'écran de téléphone particulièrement, ou de iPad. La télé, ça est encore autre chose, mais parce que la lumière bleue du téléphone, le fluor, empêche de dormir. Le fluor, c'est pareil, ils en foutent partout, ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Du coup, pour revenir au sujet, est-ce que après, déjà, t'es resté combien de temps à l'hôpital? Je sais pas si je t'ai demandé. Si je me trompe pas, tu m'as demandé, c'est entre 2 mois et demi, je crois. Non, je crois pas que je t'ai demandé, parce que j'avais pas du tout cette info. Ah ouais, non, c'est 2 mois. Je suis resté du 25 septembre à fin novembre, si je me trompe, donc 2 mois. Ah ouais, quand même. 2 mois, ouais. Mais je vais pas te mentir. Si, je crois que tu l'as dit au tout début, en fait. Ouais. Ça me revient, Bon, c'est pas grave. Mais après, si je me trompe pas, je suis resté... Non, c'est 2 mois. Par contre, je vais t'avouer que dans ma tête, psychologiquement, j'ai dû passer au moins 2 ans, en vrai. Ouais, tu m'étonnes. C'était technique, hein. J'avais l'impression que même quand je prenais mes médicaments, je vais te raconter une petite anecdote, celle-ci, elle est toute courte, mais on faisait tous la queue pour faire les médicaments, mais c'est vraiment un truc comme dans les films, quoi. Ah ouais, c'est un truc de... Oui, ils te donnent dans ton petit pot en papier, là. Ils vérifient si t'avales bien et tout. C'est un truc de psychopathe. C'est une dictature là-dedans, en fait. T'as l'impression vraiment d'être en Corée du Nord, en fait. Bon, c'est pas les mêmes ethnies, mais c'est les mêmes délires. C'est tout le monde en rang 2 par 2, vous allez manger vos médicaments pour obéir, parce que si t'obéis pas et que t'as pas pris ton médicament, ils t'enferment dans ta chambre. Enfin, les techniques, bon, là où j'ai été, ça allait, hein. Je prends quand même des pincettes quand j'en parle, parce que franchement, t'as été bien traité malgré tout. Ouais, j'ai été bien traité malgré tout. En dépit voilà. de l'assommage médicamenteux. Ils sont pour rien, dans leur tête, on leur a appris. C'est le protocole, quoi. Voilà. C'est exactement ça, le protocole. J'ai pensé à un sketch d'un humoriste quand t'as dit ça.
le cancer, hein, je dirais pas qui c'est, mais voilà. Mais voilà. Ouais, mais du coup, l'anecdote, c'est qu'on faisait la queue, tous, et puis moi, tu vois, j'étais encore un peu dans mon monde, tu vois, donc je prends mes médicaments, tout ça, je m'en souviens, et tu vois, je fais ça, et puis il y en a un, tu vois, je dis, ah bah attends, non, il y en a un qui a disparu. Et moi, dans ma tête, je me dis, ah, c'est les saloperies, c'est les infirmières qui m'ont fait un coup de magie ou je sais pas quoi, qui me l'ont planqué. Je te jure, moi, je l'ai cherché pendant 1 heure, mon médicament, mais en fait, il était dans mon t-shirt ou un truc comme ça. Je l'ai retrouvé, j'ai dit, j'ai dit, trop bien. Et après, j'étais voir l'infirmière, je dis, regardez, je l'ai retrouvé. Bon, en fait, elle a rien demandé, elle a dit, mais il est con, lui, ou quoi? Parce que moi, je lui avais demandé qu'elle m'en repasse un, mais vu que tout le monde, des fois carotte, elle a dit non, je te repasse pas un, en fait. Parce qu'elle a cru que je voulais en reprendre, alors que moi, je voulais totalement éviter ces trucs. Ils ont galéré à me faire prendre des médicaments au début aussi, parce que j'avais pas parlé, ça, tout à l'heure, je crois que tu m'avais demandé quand je me suis fait interner, du coup. Oui. Du coup, je vais en parler. Et c'était une nuit, c'était entre le 20 et le 25 septembre, si je me souviens bien. Et en fait, on était au 7e étage, je crois. 7e étage, dans le toit de Paris, en fait. Et en fait, ma sœur m'appelait et elle s'inquiétait à mort et tout. Et parce que, avec tout ce que j'ai fait, en plus, je m'étais enfui de chez elle. Ah oui, d'accord. En train, tout ça et tout. J'étais parano, moi. Je m'enfuis de chez elle, je prends le train. La station d'après, la police rentre dans le train, m'arrête. Donc, moi, parano, qui me prend pour un élu, je me dis, c'est bon, en fait, ma sœur Aurélie, c'était pour moi un agent secret qui bossait pour les gens qui me voulaient du mal, tu vois. Je dis, attends, avoue que toi, comme moi, que là, sur le moment, c'est quand même relativement bizarre que la police arrête dans un train pour une personne qui est soi-disant schizophrène, tu vois, seulement, enfin, où ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais moi, dans ma paranoïa, j'étais là, je dis, c'est bon. Mais en fait, ils te voulaient quoi, à la base C'était juste ma sœur qui les avait appelés, parce qu'elle les connaissait, c'est un petit village. Ouais, non, donc, c'était pas juste un contrôle de routine, non, une coïncidence, ils venaient vraiment te chercher. Qui avait dit, ouais, mon frère, il fait des trucs de fou. Okay. Mais moi, ce que je faisais, c'était normal pour moi, tu vois, c'était ma prophétie, tu vois, donc, dès que je les ai vus, j'ai dit, forcément, moi, j'étais content, hein, quand je les ai vus, je dis, c'est bon, en fait, ça prouve que ce que je pensais, c'était vrai. Mais c'était pas vrai, en vrai, mais, tu vois, dans ma tête, j'étais là, c'est bon, c'est vrai. Ils devaient rien comprendre, les flics, je les regardais, je croyais que je vous ai pas cramé avec ma sœur. Ah ouais, vous bossez pour qui? C'est des trucs de parano, en fait, c'était n'importe quoi. Mais bref, du coup, je m'étais enfui, comme je t'ai dit, puis je suis retourné chez Steph, mon ami là, lui, le pauvre, il en pouvait plus en plus. Quand il m'a vu arriver, je me souviens pas de son regard, mais il a dû se dire, putain, non. Non, pas lui. Non, putain, il va refaire des dingueries encore. Ouais, surtout qu'il s'est tapé une dépression après, donc je pense que ça l'a bien esquinté, psychologiquement, le pauvre aussi. Ça doit pas être évident. Ouais. Il a pris du recul sur moi à un moment donné et tout. Il était obligé. Hein. C'est comme un frère pour moi. Donc là, on se reparle. Oui, c'est une manière de s'auto-préserver aussi, peut-être. Oui. Et on s'est, de toute façon, dernièrement, en plus, il est venu chez moi, je lui ai parlé et je lui ai dit, franchement, merci de tout ce que t'as fait parce que t'as été d'une patience hors du commun. Je dis d'un amour aussi hors du commun parce qu'il a jamais été en colère alors qu'il avait toutes les raisons d'être en colère, en fait. Mais chaque fois, il était dans la compréhension. Chaque fois, il essayait de comprendre, tu vois, je te jure, chaque fois, il essayait de comprendre, tu vois, de rentrer dans mon monde. Mais, je pense que j'ai réussi à le faire rentrer un peu dans mon monde parce que c'est ça justement qui l'a fait partir en dépression parce qu'il a eu aussi un truc de réalité il savait plus où il était s'il y avait une prophétie ou pas parce que je lui ai fait faire je lui ai fait faire des trucs de fou, hein. Il y avait des pleines lunes, je lui ai dit une fois vraiment, on s'est coupé là comme ça, j'ai dit viens on fait ça devant la pleine lune. Ah si on a fait des trucs de déglingos, genre comment on dit ça, la communion du sang. Du coup on est lié par le sang forcément même si on l'a fait à l'époque, mais on aurait pu ne jamais faire ça, les IST, les MST. C'est justement ce que j'allais dire en plus. Je lui ai dit quand on en a reparlé la dernière mois, je dis, tu te rends compte, on a fait ça. Je dis, il y a des maladies qui traînent de partout. Je dis, bon, lui, ça va parce qu'il se respectait à l'époque. Moi, j'ai pas eu forcément de période où je me respectais, forcément. Donc, je dis pas qu'il était probable parce que j'ai rien, mais ça aurait pu. Tu vois, le pauvre, lui, il était droit. Moi, j'arrive, je dis, vas-y, tiens, on se fait notre petit délire de sang. Puis lui, le lendemain, il dit, putain, je commence à avoir des plaques sur le blabla. Heureusement c'est pas arrivé, mais vraiment à ne jamais reproduire ça, quoi. Mais du coup je voulais te parler d'anecdote, c'est ça? Non c'est de comment je me suis fait attraper. Les flics dans le train, c'est ça. Du coup
ils m'ont attrapé, du coup, ils m'ont même pas ramené chez ma sœur, ils m'ont laissé dans le village d'à côté, parce que j'avais pas de masque. Ah oui, moi, j'étais je supportais pas ça. C'était en 2020, ouais, c'est ça. ça. Donc oui, effectivement, en plein pendant... Ouais, et du coup, j'ai été obligé de sortir. Ils pouvaient pas me ramener chez ma sœur et tout, parce que j'étais adulte, c'est moi qui décidais, j'étais pas encore diagnostiqué, quoi que ce soit, donc du coup, je suis sorti, j'ai été voir un chef d'entreprise dans une truc, j'ai dit, donne-moi un masque, s'il te plaît. J'ai pris le train d'après, puis je suis retourné chez mon pote Steph. Et puis ma sœur a commencé à vraiment s'inquiéter, m'appelait dans tous les sens et tout. Steph, je voyais qu'il faisait des allers-retours. Moi, dans ma tête, je me disais qu'il se faisait contrôler, tu vois, alors qu'en fait, manipuler. Il appelait ta sœur. Ouais, mais je me disais qu'il se faisait manipuler, moi, dans ma tête. Ouais. Et ma sœur est forcément venue. Elle habite à Morcerf, elle est venue sur Paris, elle est pas habituée. Quand je l'ai vue, j'ai dit attends. Et puis moi, j'étais persuadé que j'avais tout. Comme je dis, j'étais un élu, donc dans ma tête, je faisais. Ah oui, ça je l'ai pas dit. Pendant le Covid, je marchais beaucoup, moi. J'ai fait tout le tour de Paris, à pied, tout ça, je faisais tout. Ouais. J'ai tout marché, et moi j'étais le contraire, parce que comme t'as dit dans la définition du schizophrène, c'est un isolement. Moi non, j'étais pas dans l'isolement par contre. Moi j'étais justement, je voulais voir les gens, moi. Ouais. Moi j'étais dans la communion, t'étais ouais. dans le Jésus. Ouais, c'est ça. J'allais faire des manifestations d'Africains, de tous les pays, toi. Moi j'avais besoin d'une union, en fait, tu vois, c'était un truc très fort, hein, dans le fond, parce que tu sais, peut-être que je suis parti en psychiatrie, mais je voulais de mal à personne. Je voulais juste le bien, moi, dans le fond, tu vois. C'était, moi, dans ma tête, tu vois, peut-être que c'est un délire mégalomane, mais c'est parce qu'il y a un manque de reconnaissance, il y a des traumatismes. Puis, t'as vu dans le monde dans lequel on vit. Bon, nous, on est en France, on peut dire qu'on a de la chance. On peut dire. On ne doit pas forcément le dire. Mais, tu vois, on est quand même triste aussi, quand même, de ce qui nous arrive. Enfin, il y a des gens qui ont pas d'argent, qui sont plus heureux que nous. Ouais. C'est pas l'argent qui rend heureux, tu vois, c'est tout un truc. Et puis, bref, dans cette comment dire, élan de folie, on va dire, je sais plus où est-ce que je voulais merde, je me suis encore perdu. Tu parlais du fait de te balader dans Paris. Oui. Je me baladais beaucoup, ouais. Voilà. Et du coup, que t'étais retourné chez ton pote et... Ouais, du coup, c'est ça, ouais. Merci, et que ton pote faisait des allers-retours... Oui, c'est ça. Du coup, je me perds, désolé souvent. Non, t'inquiète. Mais pour le coup, je suis retourné chez Steph et tout. Le soir, ils sont venus. Enfin, ma sœur m'a appelé. Puis, à un moment donné, elle me dit, descends, je suis en bas. Puis moi, vu que je faisais plein de tours de ça, j'avais l'impression d'avoir pris l'âme des gens. Enfin, pas pris, mais j'étais un peu en fusion. Et je disais, vas-y, viens, tu vas voir comment tu vas être accueilli. Parce que je pensais que c'était la déesse. Parce que, moi, je te l'ai dit tout à l'heure en privé, mais c'était ma sœur, je la surnommais Kali. Enfin, on l'a surnommée Kali. Et c'était parce que une autre de mes petites sœurs, en fait, l'a surnommée comme ça quand elle était petite, parce qu'elle n'arrivait pas à dire son prénom. Et en fait, comme par hasard, il s'est avéré que ma sœur a à peu près les mêmes propriétés que cette déesse hindouiste, si je me trompe pas. En fait, Kali, c'est la déesse de la destruction, mais moi, vu qu'à l'époque, je lisais pas forcément en profondeur, j'avais juste ça comme info. Et vu que ma sœur, elle se détruit beaucoup, enfin, à l'époque, elle se détruisait beaucoup, il y avait beaucoup de liens avec cette déesse, et elle était... Ouais, elle se détruisait beaucoup, quoi. Enfin, elle est pas méchante, ma sœur, mais c'était juste on a des traumatismes dans la famille, et puis voilà, je l'ai identifié à elle, et puis, bon, il y a d'autres trucs que je vais pas dire, je te l'ai dit en privé, mais voilà. Et du coup, forcément, moi, dans ma tête, je me dis, si, en fait, elle est possédée par cette déesse, tout ça, là. Je t'avais dit que ma mère c'était la terre, mon père, lui par contre je sais pas qui c'était, je ne sais pas du tout. J'avais des moments où j'avais l'impression qu'il était possédé, des moments où c'était lui le maître, c'était bizarre, c'était... Ouais. Mais bref, du coup pour en revenir à où est-ce que j'en étais? À ta sœur qui te dit descends. Ah oui, descends, du coup je me rappelle ça, par contre c'était un truc de fou, la sensation que j'ai eue ce jour-là. Parce que je t'assure que là, par contre, c'était pas moi qui... Là, j'avais perdu tout. Même moi, dans ma tête, en fait, j'étais en train de me mettre des coups de pied dans le cerveau, en fait. Parce que j'étais en face de ma sœur, et puis je disais que des trucs incohérents, mais je contrôlais rien, vraiment. Ouais. J'étais là, j'ai vu papa là-bas. Alors, je sais même pas comment j'ai pu le voir. Je l'ai vu, tu crois que je t'ai pas vu, tu m'as encerclé, nanana. Je disais des trucs de fou, je te jure. Mais même tout moi, ce qui passait par la tête, en fait, je disais, quoi. Je me revois, en fait, comme ça, mais je pouvais rien faire, parce que toi, t'as pas de bras dans ta tête. T'étais vraiment immobile, donc j'étais comme ça, je disais, putain, mais arrête de dire ça. Je voyais le regard de ma sœur, mais elle était comme ça, effrayée. Elle me voyait, mais, elle se dit, c'est un démon. Elle me l'a dit, hein, ma sœur. Elle m'a dit, je te regardais dans les yeux. Elle me disait, c'était pas toi dans tes yeux. Elle me disait, je voyais dans tes yeux, mais c'est pas mon frère, ça. Non, c'est ouf. C'est un truc de fou. C'était fort. Et puis, après, je suis remonté, moi. Je lui ai dit, non, je viendrai pas avec toi, parce qu'au début, elle a fait la technique douce, en fait.
Et bah, après, je suis remonté, je l'ai laissé en bas, moi, comme un connard. Je l'ai laissé, il était 23h ou un truc comme ça, je crois. Elle était en panique. Moi, je suis remonté. Steph qui me revoit monter. Mon ami je le vois dans ses yeux aussi, qui dit, ça c'est pas pressé comme prévu. Bah, moi, je me repose, commence à vouloir me rouler un joint. Et là, je vois quoi? Je vois la porte qui s'ouvre, je vois les keufs. On avait quoi? On avait une petite, un petit truc un petit truc de bœuf, tu vois. Je me suis dit, tu viennes pas pour ça. Et ils se mettent direct. En fait, comme je te dis, c'était un appartement de 13 mètres carrés, donc il était en longueur. En longueur, ouais. Et du coup, au bout, il y avait la fenêtre. Et donc, du coup, la première chose qu'ils ont fait, moi, tu sais, que j'étais sur le canapé, le clic-clac, de toute façon, t'as juste un couloir, hein, c'est le coup. Ils sont passés, sont allés devant la fenêtre. Ouais, pour pas que tu te jettes. Ouais, que je me jette, parce que aussi, j'avais un délire avec Truman Show aussi. Ah ouais? Ah ouais, j'ai eu plein de délires. Hein. Il y a tout un truc, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, en fait. En fait, t'étais en sur-régime tout le temps, quoi. Mais sauf que moi, j'avais vraiment l'impression comme dans Truman Show. C'est pour ça qu'ils sont venus à la fenêtre, parce qu'ils ont dit qu'il y avait beaucoup, il y en a beaucoup aussi qui... Bah oui, qui tentent. Qui tentent et puis qui se pensent vraiment dans Truman Show. Hein. Moi, je pensais, mais tu vois, moi, j'en jouais plutôt. J'étais pas dans le truc où je voulais me barrer. Moi, je voulais jouer avec les gens qui m'observaient. T'étais dans la défiance. Ouais, moi, j'étais un provocateur. Tu vois, moi, comme je te disais, je me baladais sur Paris. Moi, j'avais mes écouteurs et je dansais dans la rue comme ça, comme un rebelle. Je faisais des bah. Moi, c'était de la magie que je faisais. Tu fais des grands gestes avec ses bras. Mais c'était de la magie, moi. Tu sais, dans cette période-là, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être un mage. En fait, c'était particulier. Et donc, du coup, tout ce que je faisais, tu vois, genre, moi, je le fais tout le temps maintenant, mais c'est dans mon monde, tu vois, c'est dans ma tête. C'est mon petit truc, ça me détend, tu vois, moi, personnellement, tu vois, je fais des petits trucs, des petits signes comme ça, des petits, moi, je sais, ça a une symbolique numérologique, tu vois, tous les doigts, les trucs comme ça, tu vois, et je sais pas, moi, ça me faisait taper des barres, et puis, bah, quand je parlais avec des gens, moi, je faisais des trucs, et puis, tu sais, je te jure que, par contre, ça, c'est vrai, je voyais des feux d'artifice quand je faisais ça. Ah oui, comme si t'avais un peu de la magie au bout des doigts. Ouais, et c'est pour ça, moi, tu vois, en plus, vu que je faisais des trucs, je tournais sur moi-même, les gens, ils rigolaient, donc dans ma tête, je pensais qu'ils le voyaient. Le Joker. Ouais, c'est ça. Et je pensais que les gens le voyaient, tu vois, c'était fou. C'était fou, il y avait trop de trucs, franchement, il y a trop de choses à dire sur parce que c'est vraiment toute ma vie, en fait, qui a été compensée, qui a créé un monde à partir de tout ce que j'ai pu voir. Même Dragon Ball Z, à un moment donné, bon, c'est pas resté longtemps, mais j'avais l'impression que j'étais un personnage de Dragon Ball Z, mais ça va, c'est pas c'est pour ça que j'ai petite référence, j'ai des chaussons Dragon Ball Z aussi. j'ai aussi, tu sais, j'aime bien la petite veste comme ça fait un peu le mec qui fait la fusion. Enfin, j'aime bien. Il y a tout un truc. De toute façon, pour moi, c'est comme ça que tu te crées. C'est à partir de tout ce que t'as pu aimer. Faut pas oublier tout ce que t'as fait auparavant, tout ce que t'as pu aimer. C'est ça, on s'abreuve de tout ce qui nous entoure, à savoir nos parents, nos proches, notre environnement, etc. Et puis après, c'est la succession de tout ça et des choses qu'on vit au quotidien qui font ce qu'on est nous, quoi, à l'arrivée. Ouais, mais du coup, comme je te disais, j'étais complètement... Ouais, je faisais des tours, je croyais que j'étais magicien, moi. Et en plus, il se passait des trucs. Une fois, je me suis retrouvé sur... je croyais qu'on était enfermés dans le continent africain aussi, à un moment donné. Qu'on nous mentait, en fait, sur l'endroit où on était. On n'était pas réellement en France, et qu'en fait, on était dans un coin de l'Afrique. J'étais... Je sais pas. Ah ouais, j'ai même cru à un moment donné qu'on était dans une sorte de matrice, en fait. Je me souviens quand on était souvent, moi j'étais à République avec mon pote Stéphane, et ils font du skate souvent. Mon pote Stéphane, à un moment donné, quand je le regardais skater, je le voyais, j'ai l'impression qu'il était dans le ciel. Enfin, je le voyais comme ça faisait des... Et en fait, c'est le surfeur, là, le super-héros, là, de Marvel, ou je ne sais quoi. Le surfeur d'argent, là? Ouais, je crois, c'est un peu ça. Tu vois, je le voyais, mais sauf qu'il était au sol, mais moi, je voyais pas les roues. Il y avait tout un truc quand il faisait, parce que lui, il dérape beaucoup. Donc, il dérapait, moi, je voyais des étincelles, et je le voyais, et j'allais le voir, mais lui, il le savait pas. Parce que j'en ai reparlé il y a pas longtemps, là. Je lui ai dit, tu sais que moi, je te voyais avec des étincelles et tout. Et il m'a dit, comment ça? Parce que, tu vois, moi, vu que moi, je l'ai vu, sur le moment, ça me semblait évident que lui, il le voyait. Donc, je lui en parlais pas. Tu vois. Oui, okay. Et donc, maintenant, vu que j'en ai reparlé, et que je lui dis, tu sais que moi, je pensais que je te voyais avec des éclairs et tout, et tout. Il me dit, ah ouais, je dis, moi, je croyais que toi aussi, tu le voyais, tu vois. Je pensais que t'étais, tu vois, donc dans ma tête, ça devenait normal, tu vois, c'était... Ouais, pour toi, c'était ta réalité. Enfin, c'était la réalité, alors qu'en fait, non, c'était vraiment que la tienne. Ah bah oui. Et pour en revenir aussi à Truman Show, j'ai aussi... Ça, putain,
ça vient petit à petit. C'est par rapport à l'histoire avec mon père. Mon père, il y a eu une histoire assez violente entre lui et moi. Bon, même si au final c'est mon père, je suis son fils, donc je l'aime. Et en fait, mon père, on va dire, il avait des choses positives quand même. Il faisait des mimiques, des grimaces, tout ça qui était assez rigolote. Et ça ressemblait beaucoup à Jim Carrey. Okay. En fait. Et du coup, Jim Carrey, j'ai fait un transfert quand j'étais plus jeune, je le sais maintenant, parce que ça a mis du temps à se mettre en place, mais je sais que j'ai fait un transfert sur Jim Carrey de mon père. Ouais. Parce que tu as vu que c'était compliqué les rapports avec mon père, que j'avais pas forcément d'exemple et tout, moi c'était... Jim Carrey, c'était un peu devenu une figure paternelle pour toi. Clairement. Okay. À travers ses personnages, surtout. C'est Ace Ventura, The Mask, même le numéro 23. Oui, j'y ai pensé tout à l'heure quand t'as parlé de numérologie. Regarde, je suis passionné par les chiffres. Bon, je dirais pas c'est lesquels mes chiffres. Ouais. Mais bon, de toute façon, que tu regardes mon Instagram, normalement, tu devrais comprendre. Hein, c'est pas compliqué. Mais bon. Mais même à travers une histoire que j'ai envie de raconter, normalement, si les gens sont pas, ils font attention normalement. Enfin, je sais pas, c'est dans ma logique à moi, donc. Mais on verra bon. Ça. Ouais, mais bon, voilà, c'était aussi pour vous mettre un peu dans le truc par rapport à Jim Carrey aussi. Jim Carrey, si je l'aime beaucoup, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je pense que c'est le peu de choses que j'ai vues de sincère de mon père, de lucide, quand il était lucide et vraiment bien. Il s'amusait, il savait faire des grimaces, des trucs comme ça et tout. Et donc, du coup, je pense que, au travers du personnage Jim Carrey, vu que moi, je trouvais qu'il se ressemblait, Jim Carrey, il a toujours joué des rôles un peu cool, tu vois. Donc, tu vois, dans ma tête, je le voyais comme quelque chose. Par association. Oui, je me disais, c'était la partie de mon père qui était bonne, tu vois. La bonne partie de mon père. Tu vois, donc, c'est pour ça, à chaque fois, j'adorais regarder Jim Carrey. Tu vois, c'était, putain, c'est la bonne partie de mon père. Tu vois, c'est cool. Ouais, tu vois, ça a du sens, hein. Ouais. Ok. Et donc, tu nous disais tout à l'heure que les flics sont venus te chercher d'abord dans le train puis ensuite chez ton pote. Ouais, dans le train ils ont pas pu m'embarquer parce que il y avait pas réellement de. Si, il y avait de la panique, mais il y avait pas encore de. Il faut une accumulation apparemment en France. Donc. Tu représentais pas de réel danger immédiat peut-être. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai encore divagué. Non, mais t'inquiète, hein. On arrive à retomber sur nos pattes. Ouais. Mais du coup, oui, j'allais dire... donc, eux, ils t'emmènent directement à l'hôpital, etc. Ouais, ils m'emmènent dans une camionnette. Moi, je suis coopératif. Hein, je fais pas le fou qui crie partout, quoi. Moi, je les suis. Juste, comme je t'ai dit, j'étais, moi, dans ma tête, persuadé qu'on voulait m'empêcher de faire ma quête. Et donc, du coup, j'étais dans la provocation. Je l'ai regardé, je dis, mais vous inquiétez pas, je vais revenir plus fort. Tu vois, et dans ma tête, c'est marrant parce que... Là, si j'avais été comme à l'époque, là, j'aurais jubilé dans ma tête. Mais j'ai un peu jubilé, j'avoue. Ouais. Mais parce que j'ai réussi à me sortir de tout ça. Mais c'est vrai, que j'ai pas bronché. Je leur ai dit, mais moi, j'ai regardé les flics et tout. Je leur disais, mais au calme, hein. Je disais, mais je vais réussir, moi, à sauver le monde. J'ai des trucs de fou comme ça. Ouais. Je vais réussir, c'est pas vous qui allez m'empêcher. Et en fait, par contre, il s'est passé... Moi, je suis pas en train de dire que c'est moi qui ai fait ça, hein, parce que quand ils m'ont amené à l'hôpital, je sais plus c'était où, par contre. Ils m'ont emmené dans une cellule, en fait, qui était blindée avec une porte bleue, vraiment blindée, un truc de fou, en fait. Et en fait, bon, ça aussi, je voudrais en parler, parce que faut aussi dénoncer quelques pratiques de la médecine en France. De me passer 3 Valium pour m'endormir aussi, c'était super gentil, les gars. C'est super gentil, parce que même mon psychiatre, qui était lui aussi un peu malade mental, pour moi, ça reste pour moi, leur a dit que vous êtes complètement malade d'avoir fait ça, en fait. J'aurais pu porter plainte, en fait. Même ma famille aurait pu porter plainte, parce que, bon, après, j'avoue, moi, j'avais une tolérance. Pas forcément avec tout ce que t'avais pris. Tout ce que j'avais pris, ok, mais c'est pas une raison pour me renvoyer plus de trucs. Et puis je pense que même le traitement qu'ils m'ont filé. C'est hyper dangereux. Ah oui, même le traitement qu'ils m'ont filé, moi je suis sûr qu'il était trop fort pour moi. Et même la plupart de tous les traitements qu'ils donnent aux gens, il est trop fort. Le fait que t'étais amorphe, etc. quoi. Enfin, du moins que t'étais. Clairement, mais bon. Eh du coup, en parlant de traitement, j'allais te demander, est-ce que tu suis un traitement, enfin, est-ce que tu as suivi, est-ce que tu suis toujours un traitement? Ouais, si, j'ai suivi un traitement qui est réduit de petit à petit. Ouais. Parce que là, j'ai un nouveau psychiatre, on espère vraiment que ça se finisse, mais vraiment, là, je suis à petite dose en termes de médicaments et moi, je suis confiant, en fait. Je suis confiant pour la suite. Ouais. C'est bien.
Ouais. Tu penses et t'espères avoir une vie un jour sans traitement. Ouais. Ouais. Ouais, j'y crois, j'en suis persuadé, mais faut être patient. Ouais. C'est tout. C'est faut bien. se donner les moyens, en fait. Faut à partir du moment où t'as marché, t'as marché une marche de l'escalier, tu peux en marcher une deuxième, une troisième, une quatrième. Bien sûr. C'est pas à pas. Hein, ouais, faut pas s'arrêter et faut y aller à son rythme aussi, parce que c'est pas tout le monde qui. Enfin, moi, je sais que autour de moi, on dit que je suis un peu un rescapé, hein. Ouais. Parce que quand dans l'état où j'étais, moi, je sais que, ça m'est arrivé. C'était il y a 1 an et demi quand j'ai commencé à retrouver des couleurs. À partir du moment où j'ai retrouvé mon travail, un bon travail plutôt, l'appartement et toute cette liberté petit à petit. Moi, j'ai des amis de mon village qui sont venus me voir, qui m'ont dit honnêtement, qui m'ont dit que quand on t'a vu, on s'est dit c'est fini, parce qu'il y en a eu plusieurs, tu vois, des cas aussi dans le village, et je pense un peu partout. Ils se sont dit à chaque fois qu'il y en a un qui part en psychiatrie, c'est fini. Ah ouais. Et puis moi, ils m'ont revu, tu sais, ils m'ont vu dans l'état, tu vois, ils m'ont vu aussi revenir sur Verneuil-l'Étang, dans mon village avant, à chaque fois, me vanter de mes exploits de drogue. Et eux, je les voyais, bon, ils étaient un peu inquiets et tout, mais quand ils m'ont vu arriver en mode descendant de Jésus, il en a et tout, j'étais persuadé, ils se sont dit c'est fini, tu vois. Ça y est, il a décroché, quoi. Et quand ils m'ont revu, là, il y a 1 an et demi. Il a quitté la base. Quand ils m'ont revu, là, dernièrement, là, ils étaient, bon, moi, je sais, hein, je me vois, hein, je suis quand même la personne comme toi, t'es la personne qui te connaît le mieux, donc je me regarde dans la glace, je me dis, putain, merci. Je dis, j'ai réussi à m'en sortir, tu vois. Tu reviens de loin, ouais. Mais bon, moi j'espère et j'ambitionne que d'autres gens aussi, pour eux, tu vois, parce que moi je veux pas me mettre dans ce combat-là, c'est suffisant, ça dépend des gens, il y en a, ils sont faits pour aider les autres, moi je m'aide moi-même d'abord et je fais ce que je peux après pour les autres, tu vois, parce que c'est une charge pondérale, hein. Ouais, non, mais c'est clair, hein, faut prendre soin de soi, et justement, pour parler un peu du soin de soi, de la santé mentale et tout ça, quoi. Toi, depuis, tu fais quoi, justement maintenant que tu as cette nouvelle vie, si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce que tu fais pour garder une bonne santé mentale? Est-ce que tu mets des choses en place pour atteindre ça, pour apprivoiser donc cette maladie et puis retrouver une forme de normalité dans ton quotidien, quoi? Alors, oui, alors là, tu m'as demandé si j'avais changé des choses ou quoi, si j'avais mis en place, ouais. Donc, ça a été petit à petit parce que, du coup, on va parler de l'après. Ce qui s'est passé après la psychiatrie, c'est que je suis allé un petit peu chez ma sœur, celle qui m'a fait justement rentrer dedans. J'ai eu aussi une mise en place de curatelle. Okay. Parce que, franchement, pour le coup, c'était nécessaire. Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Alors, la curatelle, c'est pas comme la tutelle. La tutelle, c'est un peu plus approfondi. C'est pour les personnes qui sont vraiment, vraiment pas en mesure de... Les personnes en situation de handicap, par exemple. Voilà, de gros handicap, pour le coup. Et puis, moi, vu que j'étais diagnostiqué schizophrène, et puis, je c'est pas méchant, mais je sais m'exprimer. J'ai déjà eu une vie où j'étais, entre guillemets, responsable, mais voilà, puis j'ai pas eu des dettes, j'ai 0 dette, j'ai jamais eu de dette, quoi que ce soit, donc franchement, ça partait plutôt bien pour la curatelle. Donc du coup, la curatelle, c'est quand t'as des difficultés à gérer un petit peu tes dépenses plutôt. Ok. En fait, du coup, ils te mettent en place une dame qui... Et donc cette dame, c'est une représentante de l'État ou c'est... d'une association qui représente l'État. D'accord. De ce que j'ai pu comprendre moi. Bon, après, je vais pas mentir aussi, hein, je vais en parler. La dame qui s'occupe de moi, elle est très bien. Ouais. Franchement, avec moi, elle est cool et tout, mais le problème, en fait, ça reste toujours le même, c'est le juge. Parce qu'en fait, à chaque fois que je demande, par exemple, des dépenses à faire en plus par mois, parce qu'elle me limite. Ouais. Donc moi, j'ai un travail depuis 1 an et demi. Je touche quand même suffisamment bien pour pouvoir vivre convenablement. Ouais. Et elle me stoppe. Bon, elle m'a dépanné au début, c'était cool, avant que je reprenne le travail et tout. Mais là, ça devient compliqué parce que, Donc elle t'empêche d'accéder à tes fonds. Ouais, c'est à cause du juge, en fait. Ouais. Parce que le juge, c'est ce que je lui dis. Moi, là, il y a des démarches qui sont en train d'être faites pour que, justement, en fait, je puisse me débarrasser de cette curatelle, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que, déjà, ça traîne depuis 2-3 mois, là. Et qu'en plus, moi, j'essaye de demander à chaque fois à la curatelle si elle peut me passer le numéro du juge, elle veut pas. Ah ouais, d'accord. Et je veux pas commencer à faire la mauvaise langue, mais si on s'attarde un petit peu sur
on va dire, les avis de cette association. Là, si tu veux, je te montrerai tout à l'heure. Les avis sont très, très sombres aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, parce que les curatelles, tout ça, il y a des... Je veux pas dire de choses n'importe comment, mais il y a des choses, voilà, il y a de l'abus. Il y a de l'abus et ça, c'est quelque chose que, voilà, je le dis comme ça, je vais pas cracher n'importe quoi. Oui, après, tu t'as pas dit c'est de l'abus. Ouais. Tu as dit il y a de l'abus. Ouais, voilà. Faut nuancer. Voilà. Mais moi, j'ai vu des choses aussi qui étaient pas claires sur mes relevés, tout ça. Ah ouais? Ah ouais, il y a des choses, de toute façon, les commentaires, je te montrerai tout à l'heure, tu vas péter ta tête, hein. Enfin, parce que j'aime pas dire ce genre de choses, mais tu vas dire, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Ils ont une note de 1 étoile déjà, et c'est le bordel, hein. C'est dans les avis, c'est... Donc toi, t'as aucun droit de regard sur l'état de tes comptes? Si, j'ai le droit de regard, mais le problème, c'est... Je vais pas balancer, mais il y a certaines... Quand j'étais vraiment dans un état catastrophique, j'ai vu des virements, là, mais là, je peux plus les voir, justement. Ah. Mais il y a des choses, et puis, comme je t'ai dit... Des virements vers quoi Ah, je sais pas. C'est des associations, je sais pas quoi, alors que la curatelle, de ce que j'ai pu voir, moi, dans les sites, c'est gratuit. Ah ouais, d'accord. C'est gratuit. Donc, après, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Je suis pas c'est pour ça que je veux pas accuser n'importe qui, n'importe comment, ou n'importe quoi, mais comme je t'ai dit, j'ai vu des avis, et dans les avis, je te montrerai, tu vas voir, c'est... Ouais, c'est que, il y a des comptes qui se font ponctionner, des petites sommes par-ci, par-là. Voilà, c'est ça. Que peut-être, voilà, toi, t'es pas dans un état où les personnes qui sont soumises à curatelle ne sont pas dans un état de faire des recours. Depuis que je travaille, il y a plus de virements bizarres. Ah ouais. Depuis que la personne qui s'occupe de moi a vu le changement, parce qu'elle est aussi venue dernièrement chez moi. Elle m'a pas reconnu. Ah ouais, mais les sommes, en gros, c'était 2 ans d'affilée, c'était à peu près 300 €, mais c'était en petite coupure. Mais 300 € tout le temps? Enfin, non, tout lycée sur l'année? Sur 2 ans. En fait, c'était au mois de juillet que ça arrivait, ou juin-juillet. Ouais. Et c'était des sommes, mais en plusieurs fois de 50 € à peu près. Ah ouais, d'accord. Mais qui s'accumulaient comme si que t'avais oublié un abonnement. Ouais, comme un forfait, j'allais dire. Bon, après, j'ai pas dit que c'était forcément ça. Et t'as jamais posé la question? Non, parce que j'attends Oui, t'attends déjà de plus être sous curatelle, parce que je sais que ça peut jouer en ma défaveur, sinon. Ouais, j'avoue. Et du coup... du coup, j'ai même pas parlé j'ai même pas fini mon histoire, je crois. De base, on disait... Non, je te demandais comment tu mets en place ta bonne santé, mais je veux juste creuser un tout petit peu plus sur la curatelle. J'allais dire, du coup, t'as un salaire, on va partir sur une base idiote, mais disons que tu gagnes 1 000 €, par exemple, et t'as le droit, par exemple, d'accéder à 500, et les 500 restants, t'en fais quoi? Eux, ils les gardent de côté pour toi ou Ouais, c'est ça, en fait. Okay. En quelque sorte, je sais pas comment t'expliquer, mais moi, ils me donnent une certaine somme par mois, qui est très limitée. Je le dis ouvertement, c'est très, très limité. Donc, c'est même pas la moitié de ce que tu gagnes, par exemple? Ah non. Ah ouais? Non. Ils payent tout, ça, c'est bien. Donc, ton loyer et tout, c'est qui s'en occupent. Il n'y a aucun souci. D'accord. Par contre, ils te mettent de l'argent de côté. Poche, ouais, mais ils te mettent de l'argent de côté comme s'il fallait que tu sois millionnaire. Ah ouais. En fait, t'es redevenu comme un étudiant chez ses parents, quoi. C'est ça. C'est pour ça, là, que je suis en train de péter un boulon, là. Moi, je le répète, ça a été utile au début. Ouais. Et puis, ça fait 1 an et demi. Même la curatelle me le dit. Elle me dit, moi, je dis non, je préfère encore attendre parce que je me sentais pas encore prêt. Ouais. Tu vois, ça prouve aussi ma bonne foi. Bah, c'est clair. C'était elle qui me disait, qui me proposait, qui me disait, vous savez, monsieur, enfin, je dis, je couperai ton nom, t'inquiète. Ouais. Bah, voilà, elle me disait d'elle-même qu'elle pouvait lever la main, faire une main levée plutôt. C'est vrai. Moi, je me sentais pas prêt, et puis j'ai eu raison parce que je sais très bien. Voilà, je suis retombé dans des travers après qui étaient pas cool, l'alcool. Il y a eu plein de choses qui, ça c'est en fait après la psychiatrie. Moi, j'ai besoin. Je te l'ai dit en privé aussi, de faire beaucoup d'erreurs. Parfois, tu vois, pas surtout, mais j'ai besoin de faire beaucoup d'erreurs. Début, Et du coup, là, c'est ce qui... T'as eu besoin de rechuter pour être sûr. J'ai eu des petites rechutes et tout, mais c'était sur même pas 4 ans, même pas, parce que cette année, ça a été... Ouais, si, cette année, l'année dernière, j'ai eu le pied dans le plâtre à cause du foot. Oui. Ça m'a brisé. Je suis tombé dans une dépression, je le dis ouvertement. Ouais. J'étais dans un rythme avec mon travail. Et ça m'a coupé, j'avais le foot, le sport, je commençais à retrouver un petit rythme petit à petit. Ouais. Je suis retombé dans l'alcool. Alcool, et d'autres choses, je dirais pas quoi, mais une chose. Et je suis très content d'en être sorti, mais voilà, ça a coupé mon truc en fait. Mais ouais, donc du coup, tu me disais que...
Non, tout à l'heure, on parlait de la santé mentale, etc., de ce que tu mettais en place pour aller mieux et pour garder, en tout cas, une bonne santé mentale. Ouais, bah, du coup, bah, il y a... Donc, on parlait de la curatelle, donc, en l'occurrence, qui t'a beaucoup aidé au départ, qui maintenant arrive à sa fin, si je peux dire ça comme ça, à la fin de son utilité. Et puis, qu'est-ce que t'as fait d'autre, du coup sur 4 ans, bah alors si je peux y aller dans l'ordre, parce que c'est vrai qu'on n'y va pas trop dans l'ordre depuis tout à l'heure. Quand je suis sorti de psychiatrie, j'ai été chez ma sœur. Ouais. Je suis resté, je pense, 1 mois. Ensuite, elle a déménagé en Haute-Savoie, donc du coup c'était un peu compliqué. J'ai dû retourner chez mon ami. Ça, c'était une erreur. Celui qui était à Trinité, là? Ouais, c'est ça. Qui était là-bas, et du coup, je lui avais demandé, parce que ma sœur pouvait pas je voulais pas partir en Haute-Savoie non plus. Ouais. Et en fait, j'ai dû retourner à l'endroit où s'est passé la totalité du traumatisme, du déclenchement de tous les traumatismes, plutôt. Et j'étais amorphe, j'ai pris du poids, j'étais sous médicaments, j'étais sous traitement toute la journée. Puis quand je suis revenu, en fait, la première chose que j'ai voulu faire, moi, c'est de refumer. En fait, mon papa, lui, il fumait un petit peu, donc je lui ai dit, j'ai dit, vas-y, roule un joint direct et tout. Sauf que ça faisait 4 mois que j'étais sous traitement, que je prenais des doses de cheval, de tous les trucs qui filent, les chevaux, les veaux, les chameaux, tu sais, j'ai tout pris. J'ai fumé une latte. Mais je me suis endormi direct. Et du coup, vu que moi, en fait, j'avais quand même mon cerveau se souvenir que, parce que moi, la bœuf, tout ça et tout, ça me stimulait beaucoup. Okay. En fait, et ça m'endormait pas, moi. Ça me boostait, justement, en fait. Je sais pas, c'est bizarre, mais ça éclaircissait ma vue, tout. Je comprenais pas. C'est bizarre, mais... Et du coup, pourquoi j'en suis venu à là? Attends, faut que je revienne. T'as fumé une latte et tu t'es endormi, et ton cerveau tout de suite il a un peu reconnecté. Ouais, je me suis endormi, puis en fait je suis resté peut-être 2 mois chez lui. Lui, en fait, Steph, il fait beaucoup de photographie. Et en fait, il avait fait beaucoup de photos au travers des aventures, parce qu'il était aussi en partie là pendant les soirées de drogue. Lui, il prenait pas de drogue, par contre. Lui, c'est incroyable, il a jamais flanché. Tu vois, comme quoi on peut ne pas se laisser influencer. Ce que je disais tout à l'heure avec l'alcool. Ouais. Et franchement, lui, pour le coup, il a jamais flanché ou quoi. Et puis, putain, je perds trop le fil en ce moment. Ça fait un moment qu'on enregistre, je comprends que si t'es un peu fatigué, c'est normal. Non, tu disais que du coup t'es resté 2 mois chez lui, tu t'as repris la fumette. Ouais, j'avais repris la fumette du coup. Et donc ça a été compliqué. Le traitement justement. C'est incompatible. C'était justement contre ça que ça, les médicaments luttaient. Ouais. Pas que contre ça, je pense que ça luttait aussi contre ma santé directement. Mais du coup, j'ai recommencé à fumer et tout. Puis lui, en fait, vu qu'il faisait beaucoup de photographies, comme je t'ai dit et tout, il avait pris beaucoup de photos de moi au travers de nos aventures dans des soirées et tout. Et puis, il m'a quand même donné beaucoup confiance en moi, lui. Parce qu'il, de se faire prendre en photo par quelqu'un, tu vois. Et en plus, il a fait une exposition où j'étais, on va dire, principalement dedans. C'était pas moi la star, j'aime pas dire ça, et puis nous non plus, de toute façon on n'est pas comme ça. J'aime bien qu'on me voit, mais pas au point t'étais l'un des sujets principaux, quoi. Voilà, c'est ça, on va dire. Et du coup, il aimait bien faire passer des messages au travers de ses articles. En fait, du coup, il écrit beaucoup, et pendant 2 mois chez lui, il me voyait dans cet état-là, il a écrit un article, il m'a pris en photo, j'étais en surpoids, on va dire, parce que j'étais rempli d'eau en vrai, c'était juste de l'eau, les médocs, quoi. Voilà, j'étais comme ça, tu vois, genre j'étais enflé, c'est ça le terme. Et du coup, il m'a écrit un article en me faisant comprendre que, gentiment, tu vois, au travers de quelques mots, qu'il fallait que je parte, que tout ça, qu'il fallait que je me bouge, Bon, ça n'a pas été l'élément vraiment déclencheur dans ma remise en forme, mais du coup, il m'a dit, si tu peux aller chez ta maman et tout. Du coup, j'ai négocié, on a été chez ma mère, parce que ma mère, c'est pareil, ça a été compliqué. Elle a une vie aussi pas facile, donc tu vois, ça n'a pas été évident pour elle non plus de me reprendre, sachant que, j'étais quand même un ancien drogué, qui sortait tout le temps, qui a zéro responsabilité, bordélique, tous les trucs qu'une mère ne veut pas, en fait. Du coup, quand je suis arrivé, il y avait du boulot, prise de poids, tout ça. Je suis resté 2 ans et demi quasiment amorphe sur le canapé, à pas bouger. J'étais bloqué comme Chez ta mère ? Ah ouais, j'étais bloqué dans ma tête.
j'étais bloqué dans ma tête, j'arrivais plus, je faisais que de prendre des médicaments. Au début, comme je t'ai dit, j'avais repris la fumette. Donc après, ma mère m'a fait la morale, m'a bien expliqué, m'a dit t'as vu dans l'état où ça te fout, tu étais immobile, tu étais à la limite de baver, arrête. En fait, elle m'a dit faut que t'arrêtes en fait. Et du coup, petit à petit, ça marchait, mais c'était long, tu vois. Ma mère elle me voyait, je me couchais à 6h, je me réveillais à 18h. C'était n'importe quoi, tu vois. T'avais plus aucun rythme, plus aucun sens, quoi. J'essayais de faire des ponts, j'arrivais plus, je me voyais devant le miroir, je voyais mon corps se transformer. J'ai l'habitude d'être fin, moi, tu te rappelles, je me vois comme ça, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Je me voyais, je savais que c'était possible de changer, mais je savais pas comment. Et c'est leurs médicaments, hein, je vais te dire la vérité, leurs médicaments. Tu sais, je l'ai dit plusieurs fois dans plein d'épisodes que mon traitement m'a fait prendre beaucoup de poids aussi, donc... Ah oui, c'est du n'importe quoi. Ok, c'est efficace, mais voilà, les répercussions derrière, c'est du n'importe quoi, hein, mais bon. Bref, j'ai réussi à m'en sortir, donc on va pas leur en mettre plein la gueule non plus, mais... Ouais. Mais bon, comment t'expliquer Merde, j'ai encore perdu le fil. Donc t'es resté 2 ans et demi chez ta mère, ouais. 2 ans et demi. Et en fait, c'est pareil aussi, on a réappris un petit peu à se connaître, parce que vu que pendant les 10 ans, moi, je me suis un peu enfui, parce que, enfin, voilà, avec ce qu'on avait vécu tout au long de notre jeunesse, tu vois, c'était pas très cool. Donc, du coup, enfin, de toute façon, on a tous un peu fui, hein, dans la famille, à notre manière. Il y a un éclatement qui s'est fait un peu. Ouais, oui, moi, j'étais direct sur Paris, enfin, mes sœurs, elles l'ont fait autrement, tu vois, mais moi, j'étais quelqu'un de très, très curieux, fallait que je sorte de cette campagne. J'aime bien la campagne, maintenant, j'y suis retourné, mais il fallait que je voie autre chose, j'avais envie de voir. Une campagne encore plus campagne qu'avant. T'avais envie d'explorer. Clairement. Et puis, du coup, un jour, ma mère, pareil, elle a pété un plomb, s'est pris la tête. Tu sais, ma mère et moi, quand on se prend la tête, on se dit tout ce qu'on s'est fait pendant tout le long. Ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Vous faites l'addition. Hein. C'est ça. Et puis après, à la fin, il y en a un des deux, parce qu'on est pareil, tu vois. Excuse-moi, ma mère. Tout ce que je dis, je le pensais pas, mais Et puis, ça a été l'élément vraiment déclencheur de ce renouveau-là. Ma mère, elle me l'a dit, on en a parlé récemment, elle m'a dit juste après que je t'ai gueulé dessus, le lendemain, t'es parti chercher du boulot direct, t'as trouvé ton boulot, là, dans la meunerie. Ah ouais, non, ça a été un truc, j'ai vu ma mère elle pleurait, elle disait, on peut plus te voir comme ça, tu deviens, c'est pas méchant quand elle dit ça, je suis son fils, donc on est taquin. Oui, mais c'est un électrochoc aussi pour toi, quoi. Elle m'a dit, t'es un gros lard, et tout, tu vois, c'est pas méchant, tu vois, c'est pas de la grossophobie ou quoi, mais c'était vraiment pour me bouger le cul, tu vois. Elle me disait, faut te bouger, là. Puis là, ça a commencé, c'était il y a 1 an, 1 an et demi. Un peu plus quand même, parce que le taf, c'était il y a 2 ans. Ouais. Parce qu'ils ont mis du temps quand même à m'engager, à me faire ça a commencé décembre, quand elle m'a pris le chou, c'était avant Noël. Et ensuite, j'avais déposé mon CV, j'avais été au culot, parce qu'il faut des diplômes spécifiques pour y aller. Bon, après, tout le monde peut le faire en vrai, hein. Enfin, tout le monde, personne sérieuse quand même. Ouais. Mais comment dire, et du coup, j'ai trouvé le travail, je crois, j'ai commencé le 11 avril 2022, ouais. Ouais, c'est ça, 2022. Et à partir de là, par contre, là, ça a été... J'étais en montée, mais j'avais la sensation d'être en descente. C'était agréable. Je montais, mais avec la sensation de descendre. Ah oui, ok, ouais, c'est incroyable. Tu montais socialement, ou en tout cas dans ton évolution personnelle. Mais tu descendais de ton trip. Ouais, c'est ça. J'étais là. Tu reviens parmi nous, quoi. Ouais. Tu retournes à la base. Ouais, ça faisait du bien. Et franchement, c'était cool, ça. Ouais. J'ai eu l'appartement juste derrière. Il y a eu le sport. J'ai repris. Tout qui s'est enclenché, quoi. Ouais, j'ai repris. Bon, après, comme je t'ai dit, par contre, il y a eu le petit hic, c'est que j'ai refait un peu les mêmes conneries, pas toutes, mais les plus marquantes de ma vie, on va dire. Et ça a duré même pas 4 ans. Moins, hein, je dirais 3 ans. Parce que j'ai retesté d'autres drogues, tout de gogol, tu vois, je voulais voir, j'ai dit, attends, vu que ça va mieux, ça se trouve, tu vois, genre, tu te rassures, puis vu que j'avais pas encore bien fait le rangement dans ma tête, T'es têtu quand même, hein. Ah ouais, non, très têtu. très têtu. Faut vraiment que je passe à la limite faut que je frôle la mort pour... Ouais, c'est... Ouais, mais bon... Ouais. C'est une façon de vivre, écoute. Ouais, oui. Non, mais y a pas de jugement, hein. Ouais. Après, comme je t'ai dit aussi... T'as conscience d'être comme ça, déjà. Donc, ouais, oui. C'est pour ça que je fais de moins en moins d'erreurs. Ouais.
Il faut s'en rendre compte aussi. Ouais. Mais bon, après, comme je t'ai dit, ça commençait à tous bien suivre. Par contre, il y avait toujours cet alcool qui me suivait. Tu vois, genre, en fait, moi, j'ai remarqué, c'est l'erreur. Quand je dis erreur, c'est pas un truc que je regrette. Hein. L'erreur que j'ai faite, c'est de reprendre l'alcool, en fait. Parce que j'avais réussi à arrêter, parce que c'est un truc que je me rendais pas compte que c'était vraiment la base qui avait entraîné tout le reste. Parce que quand je buvais, je me rappelle, quand je sortais, je buvais, je disais tout le temps à mes potes, je disais, venez, on prend rien ce soir et tout, là, mais dès qu'on buvait 2 verres, c'était fini, on appelait directement. Tu vois, donc c'était ça l'élément déclencheur. Je l'ai remarqué aussi avec des amis, tu vois. Je me suis dit, mais c'est l'alcool. C'est pour ça que moi, j'ai vite arrêté. Mais le problème, c'est que quand je suis sorti de psy, j'étais en recherche de sensations. J'étais amorphe pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Puis, pour moi, on m'avait enfermé contre mon gré, tout ça. Donc, il y avait un manque de liberté. J'avais besoin de... et donc, c'est pour ça que moi, vu que je savais pas à l'époque gérer l'extrême, j'allais soit dans un extrême, soit dans un autre. À un moment donné, j'étais d'extrême gauche et j'ai failli d'extrême droite. Pour te dire, j'ai jamais été au centre ou un truc, tu vois. T'as failli être d'extrême droite. Ouais, j'ai failli, fini. Non, moi, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, je m'en fiche, je t'en ai déjà parlé. Non, moi, c'est amour et paix, voilà. Les autres, au revoir. Mais du coup, pour en revenir après, il y a eu la blessure aussi, comme je t'ai dit. Cette blessure, après, j'ai, dépression, alcool, d'autres drogues aussi que j'ai reconsommé. Mais bon, ça va, c'était pas non plus dans l'excès comme avant. Parce que j'ai senti que mon corps, il avait dit non, bon. J'en prenais, mais voilà, même l'alcool. Hein. Bon, l'alcool, j'avoue, Ouais, après, tu vois, le problème par rapport à l'alcool, c'est que, en France, socialement, c'est très, très, très accepté, l'alcool. Hein. Donc, c'est une drogue, voire même imposé parfois. Hein. Si t'es avec un groupe de potes et que tu dis, moi, je bois pas. Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es le mystérieux du groupe, en fait. Je l'ai remarqué, comme je te disais, quand on était... l'erreur aussi que j'ai faite, c'était de boire un coup. En fait, j'ai commencé à reboire. Mais je me rappelle, les premières gorgées que je prenais, je me forçais. Hein. Ah, c'était dégueulasse, mais je voulais être bourré. En fait, c'était ça. Et c'est ça, l'alcoolique. Hein. C'est pas forcément le goût de l'alcool qu'il aime bien, c'est la sensation, l'état. Donc, et puis moi, je m'en rendais pas compte. Et puis même mes amis autour de moi, je dirais pas lesquels, mais il y en a certains. Et moi aussi, je me mets dedans. Hein. J'étais dedans. On est des alcooliques, en fait. Et on s'en rend pas compte parce qu'à chaque fois, moi, la dernière soirée que j'ai passée avec des amis, je me suis rendu compte que on se connaît depuis l'enfance. Depuis qu'on a commencé à boire, on s'est quasiment jamais vu sans boire. Ah ouais. Donc c'est chaud quand même. C'est un ami d'enfance, tu vois. Oui, donc c'est quand même quelqu'un que tu vois très régulièrement. Voilà. Pas forcément très régulièrement, mais on se donne quand même beaucoup de nouvelles. Et puis on a, c'est un ami d'enfance dans tous les cas. Ouais. Et la dernière fois, j'y ai pensé, j'étais troublé. Hein. Je me suis dit. C'est un peu triste, Puis maintenant, dans les soirées, j'ai ce genre de remarques. Bon, moi, j'évite maintenant les soirées où il y a trop d'alcool, où il y a trop de gens. Ça me... Tu restes loin de la tentation. Ouais, voilà. Mais même, ça me... T'en as plus envie, en fait. J'en ai plus envie, ouais. Mais tu sais, les seules fois où je viens, à chaque fois, ils boivent plus, ils se rendent pas compte que, tu sais, moi, je dis pas que je suis faible, mais ça met une pression. Que t'as traversé l'enfer aussi. Ouais, ils le savent, ça. Ouais, c'est un coup. Alors que je te jure que depuis que je bois plus, justement, je suis beaucoup plus clairvoyant, lucide, j'ai beaucoup moins de problèmes, j'avais beaucoup de problèmes au niveau du ventre, du cœur aussi, je sentais mon cœur qui battait très fort tout le temps, je me sentais en tension, tu vois, genre, tout le temps je tremblais ça fait monter aussi comment on appelle ça? La tension, tout simplement. Oui. La pression sanguine et tout, avec le sang, c'est un anticoagulant, je crois, le sang. Ouais. Enfin, ça fluidifie le sang, donc forcément, voilà, quoi, c'est pas... Oui, non, il y a pas de grand intérêt à l'alcool. Hein. Non. Voilà, après, goûter un bon vin une fois de temps en temps, ou une coupe de champagne, un événement, un anniversaire, un Noël, un machin. Voilà, très bien, mais vraiment, c'est un gros problème. Ah bah oui, c'est une drogue autorisée, pour moi. C'est comme beaucoup de médicaments aussi, c'est comme beaucoup de choses. Hein. Ouais. Tu sais, la dernière fois, je regardais un truc, c'est... Bon, le synonyme officiel, l'un des synonymes officiels de médicaments, c'est drogue. Hein. Bah bien sûr, en anglais ça se dit drug. Oui, justement, tu sais quoi, j'ai déjà eu cette discussion avec ma copine, elle me l'avait dit aussi. Moi j'étais choqué quand je le savais même pas quand elle me l'a dit. J'ai dit mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même. T'as juste à changer 2 langues, tu passes de l'anglais à français, ça veut dire quoi? Drugs. Ah ouais quand même. Oui. Mais bon. Et donc oui, pour finir sur ce qu'on disait sur ce que tu as mis en place pour avoir une bonne santé mentale, t'as dit rapidement tout à l'heure que tu t'es installé donc à la campagne.
Donc ça, c'est aussi un gros plus pour toi de plus être à Paris et tout ça. Ah oui, clairement. Ouais. Non, à Paris, non, mais c'est une fourmilière, Paris. Ouais. Je sais pas comment. Ils sont forts, les gens qui vivent dedans. Parce que merci. vraiment, ou ils sont forts, ou ils sont endormis. Non. C'est un des deux. Non, je parle pas de toi pour endormir. Mais il y en a, ils sont endormis parce que, enfin, je te jure, moi, ça. Non, mais moi, dans mon cas, pardon, je t'interromps, mais en fait, je suis dans cette fourmilière, mais je n'y participe pas. Dans le sens où je prends pas le métro, je me lève à l'heure que je veux, j'ai mon boulot d'indépendante. Ouais, bah oui, en fait, je suis un peu en marge de ce truc-là, donc ça veut dire que j'arrive à trouver mon équilibre, mais je comprends exactement ce que tu veux dire, parce que il y a eu des fois dans ma vie où j'ai dû me lever tous les jours pour prendre le métro, le machin, le truc. Moi, ça me faisait bader, hein. Ah ouais, non, tu vois, d'être dans un wagon où on est 150 les uns sur les autres et tout, franchement, je trouvais ça d'une tristesse au-delà de l'anxiété ou quoi. Je me dis, mais putain, mais c'est tellement triste, c'est ça la vie, en fait. Donc, oui, je comprends que. Ouais, bah, c'est surtout, c'est tout un truc, hein. Puis c'est les énergies, moi, je pense aussi, hein. C'est les gens quand ils sont à Paris. Enfin, moi, je l'ai vécu en plein fouet, moi. Enfin, je l'ai pris en plein fouet. Tu vas sur Paris, tu fais semblant d'être heureux. Tu fais semblant d'être heureux, t'es là, t'es content parce que t'as tout à côté de chez toi, mais enfin, quand tu veux t'acheter une bouteille d'eau, tu descends en bas de chez toi, tu la payes 5 €. Enfin, tu dis, mais attends, c'est quoi ce bordel, tu vois? Il y a rien qui va à Paris, y a rien qui va, et puis, enfin, franchement, le changement qui a été, de toute façon, quand je réfléchis en plus à l'endroit, même si ma jeunesse, mon enfance, elle était comme celle de beaucoup, hein, actuellement, hein, assez dure. Bah, il y a quand même du positif à tirer là-dedans, c'est que moi, je sais que c'est à cette période-là, quand j'étais à la campagne, que en dehors du contexte familial, c'est-à-dire avec mes amis et à l'extérieur, tout se passait bien. En fait, c'est quand j'ai commencé à partir après, je regrette absolument pas parce que ça m'a permis justement d'avoir ce recul-là et de pouvoir dire ça sur Paris. Ouais. Je suis pas en train de critiquer Paris, ses monuments et tous les gens qui y vivent. Je parle de l'activité des gens qui y sont. En fait, ils vont d'un point A à un point B. Il faut absolument ce que je peux comprendre dans le monde dans lequel on est. Moi, je leur veux pas à eux. C'est le monde. Ils ont hypnotisé les gens. Genre, maintenant, de point A à un point B, si tu rencontres par exemple, moi, j'ai croisé dans la rue. Il y a des gens, ils veulent pas. Moi, j'ai des amis à moi, ils disent, des fois, je veux prendre le train, j'esquive les gens. Mais ils esquivent les gens qui vont voir. C'est un truc qu'ils connaissent. C'est bizarre, ça. C'est une dinguerie. Tu te dis, mais non, mais, tu sais, moi, j'ai un de mes amis, il m'a dit ça la dernière fois, il me dit, moi, quand je prends le train tous les matins, j'esquive tout le monde. Je dis, mais putain, tu te rends compte, quand même. Je croise personne, mais dès que je croise quelqu'un, je suis trop contente, quoi. Bah, moi aussi, pareil, tu vois, moi, je me dis, ça peut être, tu discutes, ça fait passer le temps, tu discutes. Non, eux, ils veulent être dans leurs écouteurs. Bon, je le suis aussi quand je viens dans Paris, moi. Franchement, quand je viens de la campagne, je suis dans le train, j'ai l'impression que je fais un voyage temporel. Là, je me mets comme ça dans le truc. Puis en plus, moi, je suis un observateur. Moi, je me mets pas sur mon téléphone. J'ai horreur de ça. J'observe. Mais je te jure, c'est pareil pour en revenir à Paris. Hein. Ils sont tous sur leur téléphone. Ils vont devenir. Mais vraiment, ça va être les bossus de Paris, pas de Notre-Dame. Hein. Ça va être les bossus de Paris, les gens. Ils vont pouvoir foutre 25 000 bossus et nous refaire une version Disney de 2035. Les bossus de Notre-Dame. Non, mais oui, hein, après, tu mets le doigt sur quelque chose qui est réel. Hein. Je pense qu'il ne faut pas généraliser, encore une fois, mais c'est vrai que trouver son havre de paix dans une grosse ville et pas forcément que Paris, c'est toujours un peu plus compliqué. Ah bah oui, c'est compliqué parce que ça va trop vite, en fait. Moi, je pense que dans la vie, on a besoin de prendre notre temps pour faire des choses. C'est pour ça que c'est important de quitter pour revenir, tu vois. Moi, c'est pour ça que je voyage beaucoup. J'aime bien aller à la campagne ou des choses comme ça, parce que ça permet de déconnecter et de se recentrer un peu plus sur soi et d'écouter ses pensées et pas celles des autres qui nous sont imposées tout le temps, quoi. Paris, c'est une usine. Hein. C'est pas méchant, mais c'est une usine maintenant. Ouais. Mais du coup, pour revenir à toi, donc la vie à la campagne, ça c'est un truc qui te plaît. Ah oui, moi je suis dans mon petit village, là, j'ai une rivière à côté. Je fais mes petits délires à moi de mon petit monde.
je me balade, je vais au bord de la rivière, je mets ma main dans l'eau. Tu sais, c'est des trucs tout simples, tu vois. Je touche un arbre, tu vois, genre je lui parle dans ma tête, tu vois, je lui dis salut, ça va, tu vois. C'est mieux qu'un salut, ça va avec un mec de Paris, tu vois, parce qu'il te répond pas, il t'esquive. Je me retrouve plus, tu vois, genre même si t'es plus seul, en fait, t'es pas seul parce qu'il y a tout autour de toi et c'est des vraies choses. C'est pas des trucs qui bougent trop rapidement, c'est pas des trucs en ferraille, enfin, moi, de toute façon, je suis né à la campagne, donc, tu vois, je pense que il y a la nature qui tu vois la nature, tout ça, puis après, je me vois, c'est du rempli de bitume quand j'arrive à Paris. Il y a des belles choses, hein, mais c'est rare. Je te comprends. Je pense que aussi on arrive à des âges où il y a un peu parce que je me rends compte que j'ai pas mal d'amis qui ont grandi en banlieue parisienne, mais pas banlieue bitumée, justement, un peu banlieue campagne, entre guillemets, et qui ont fait un passage à Paris d'une dizaine d'années, et puis ou qui sont retournés en banlieue, ou qui sont partis carrément dans d'autres régions, tu vois. Et de plus en plus, on en discute avec des potes, parce que je pense que arrivé à un stade de sa vie, on a envie de calme. Tout simplement. Ah bah oui. Bah surtout je pense que c'est même pas que ma vie ou la tienne, il y a beaucoup de gens qui ont la vie, surtout si t'es à Paris en plus de ça. Ta vie elle va trop vite. Moi j'ai même ma maman, pour en revenir à elle vit pas sur Paris, mais sa vie elle est aussi rapide que celle de Paris. C'est du n'importe quoi. Elle a un train de vie. Moi je l'aime ma mère, hein. C'est une combattante, c'est une guerrière à mort, mais faut retirer l'armure à un moment donné. On va te poser un peu. C'est clair, c'est pour ça que je disais que c'est important de trouver son équilibre. Hein. Moi, comme je te dis, je vis en ville, mais j'ai une petite vie de campagne. Je vais me faire de petites balades, je suis à côté de la Seine, c'est sympa, il y a la Tour Eiffel. Enfin, vraiment, je fais partie des rares privilégiés de Paris qui ont... mais tu t'es donné les moyens quand même pour en arriver là. Oui, bien sûr. Hein, quand je dis privilégié, c'est aussi un privilège d'avoir le choix au départ, on va dire. Mais oui. Privilège méritocratique. Je sais pas si ça se dit méritocratique. Oui, on peut dire ça, mais ouais. Alors, est-ce que il y a autre chose, un autre sujet que tu aimerais aborder ? On arrive à la fin bientôt de ce podcast. Je voulais... tout à l'heure, je t'ai préparé c'est une petite histoire, par contre, ça va être un peu long. C'est une histoire que j'ai inventée, donc je vais la lire, si ça te dérange pas. Non, avec plaisir. Bon, c'est pas non plus écrit correctement, donc je vous demande d'être indulgent avec moi. T'inquiète. Alors, j'ai rêvé d'un univers où j'étais un druide. Kawain, c'est le prénom Kawain. Très grand, avec simplement une moustache, contrairement à tous les stéréotypes concernant ces mêmes druides. D'ailleurs, j'avais le pouvoir d'absorber les mauvaises énergies des femmes, mais je pouvais, tous les 28 jours, c'est-à-dire à chaque pleine lune, absorber, transformer le mal-être des femmes en petits fruits qui ressemblent fortement à des bananes sans la peau. Je sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça, mais bon. Donc voilà, à 7 ans, j'ai eu une vision. On est encore dans mon rêve. Une vision dans un rêve, c'est très fantasque que j'aime. Et dans cette vision, j'ai vu un fan, entre parenthèses, petit cerf de la biche, murmurer dans un dialecte magique qui lui permet de me faire comprendre son langage. Nous avons fait connaissance. Il m'a appris son dialecte. Il y a 21 symboles, qui sont l'équivalent de notre alphabet. Et je l'ai ensuite utilisé à des fins médicinales et grâce à un chant musical très puissant qui ont fait pousser des racines, du gingembre. Que des bons souvenirs dans cette vision, trop de mélancolie dans ce rêve, la suite bientôt, tout de suite. À 14 ans, le fan devenu grand, j'allais oublier, il s'appelle Kwemgen. Donc là, il y a quoi ? Kawamin, le druide, et Kwemgen, le fan. J'avais écrit ça un mercredi, mercredi c'est lié à Mercure, donc ça c'est mon petit truc. La Terre vibre, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Revenons-en à nos moutons. 7 ans se sont passés, je me balade au bord d'une rivière. L'âme ment, c'est le nom de cette rivière. L'âme me ment. Une forêt, de la verdure, j'entends crier Kawain sous une brume écliptique. J'aperçois un majestueux cerf élaphe. Un cerf élaphe, c'est un type de cerf qui vit dans les régions nord-africaines, ici, tout ça. Kwemgen, je suis pas un pro, hein. Kwemgen crie-je. Je ne sais même pas si ça existe, je m'en fous. Je fais ce que je veux, c'est ma vision, mon rêve. Ça, c'est une parenthèse. Nous parlons évidemment dans sa langue. Comme tu as l'air fier et clairvoyant, épais comme une tige, mais tonique.
Coemgen était si grand, si sulfureux, ses oreilles étaient si grandes. Je l'ai immédiatement taquiné sur cela et soudainement, je n'entendais plus rien. Le cerf et lave disparaît petit à petit et la nuit tombe. Pleine lune, la magie. Les étoiles viennent décorer ce manteau céleste de notre très chère sphère. Prochain épisode dans 7 ans. Enfin, 7 ans, non, 7 secondes si vous voulez, mais... 21 ans. Le soir de mon anniversaire, 21h, pleine lune, après avoir cueilli des oranges, ange, toute l'après-midi avec mon fidèle ami Absalom, qui signifie celui qui aide, dans le dialecte que m'a appris Coemgen. Cet ami a une particularité assez loufoque puisque je suis le seul à pouvoir le comprendre. Il est muet et il a la capacité de m'envoyer des ondes dans des sortes de formes alphabétiques qui me montraient ce qu'il voulait dire. Donc en gros, quand il me regardait, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était des ondes que j'arrivais à voir à travers des lettres qui me faisaient des phrases. D'accord. Et il était orphelin comme moi. Nos papas étaient très rigoureux et sont morts bourrés dans un accident de calèche. Bilan 3 morts, dont un miraculé Yeshua. La légende dit qu'il a ressuscité grâce à des sortes de billes jaunes cachées dans un cauchemar, traversé des déserts infernaux. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Il y en a 7 des billes. Bref, cet homme valeureux est si loyal. Revenons-en au fait. Désolé, c'est long. Alors, la nuit tombe petit à petit. Absalom s'entraîne durement au combat. Un étrange bruit dans mon dos. Que vois-je ? Un vieil homme avec une moustache très blanchâtre, mais très similaire à la mienne. Cet homme portait des bottes noires, avait le regard vif, une longue chemise marronnée, des cheveux bouclés, une boucle d'oreille avec une svatiska comme pendentif, exubérante personne. Cet homme prétendait être la réincarnation de Coemgen. Coemgen, c'est le cerf. C'est ça. Il fumait une pipe énorme et je pense clairement qu'il était arraché. Il me dit sèchement qu'il s'appelle Cernunos et qu'il me connaît depuis longtemps. Pendant ce temps-là, Absalom, mon ami, me fixe d'un air saugrenu. Il se mit à pleurer des larmes de tristesse et me regarde fixement en s'écriant « Tu veux que je te montre quelque chose ?» Je lui répondis que oui. Et je lui répondis que moi aussi j'étais magicien, druide. Soudainement, Absalom se mit à pleurer, larmoyant et m'attrapant par les mains. « À qui parles-tu, mon ami ? Où est passé ce vieillard ?» Absalom me répond par notre dialecte qu'il y a personne et que je parle tout seul depuis l'âge de 7 ans et que je discute souvent avec un certain Coemgen depuis ce fameux jour où j'ai rêvé d'une vision de rêve. Voilà. Merci. Bon, c'était pas très bien raconté, j'avoue. Ouais, mais la fin, elle est belle. C'est touchant. Merci d'avoir partagé ça. Ouais. C'était un plaisir partagé, franchement. C'est pas évident ça fait du bien. De confier des choses de soi aussi intimes, donc vraiment merci. Ça m'a touché en vrai. La fin, je m'y attendais pas. Ouais, c'est cool. Oui, donc du coup, pour finir, est-ce qu'il y a une citation, un proverbe ou un conseil que tu aimerais partager avec nos auditeurs et auditrices ? Oui, j'en ai un. Je sais pas d'où elle vient cette phrase. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que ça venait de Nietzsche. J'ai jamais lu une seule fois un bouquin de Nietzsche. Hein. Je le connais juste de par ses citations. Ouais. Et il y en a une, je crois pas que c'est lui, hein, mais dans ma tête, j'étais persuadé que c'était lui. Mais si quelqu'un peut m'éclairer à ce niveau-là, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et c'est à force de paraître, on finit par être. Voilà. Je sais pas d'où elle sort, mais je la trouve remplie de sens. Ouais. Ça me fait un peu penser à fake it till you make it en anglais. Mais ça se trouve, ouais, ça se trouve, c'est un peu plus contemporain, on va dire. Pour ma part, j'ai pas de citation, mais je vous conseillerais de prendre soin de votre santé mentale. Que ce soit à travers un suivi psychologique ou autre, ou par l'expression de soi, à travers l'art, l'écriture, le dessin, la peinture, peu importe. C'est toujours hyper thérapeutique de sortir des choses de soi. Le sport aussi, ça aide pas mal. Donc juste d'aller se balader aussi et prendre l'air, ça peut être un début. Et bien sûr, parler à une personne de confiance n'est pas non plus à exclure. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Antonio. Merci, plaisir partagé. C'était très, 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 très émouvant. Ouais, c'était super intéressant en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça de toi. C'est comme je répète, plaisir partagé. Merci à toi aussi de m'avoir accueilli. Merci
m'avoir mis à l'aise, parce que franchement, j'étais vraiment à l'aise. Hein. Je t'avais dit au début que j'avais un peu le trac, mais en vrai, ça va. Ouais, cool. Je suis contente alors. Ouais. À bientôt. Ouais, à bientôt. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à laisser des petites étoiles si vous êtes satisfait du contenu. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux du podcast disponibles en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de votre écoute. À bientôt.